Et nous sommes chargés de vous présenter la séance numéro 7 de notre certificat sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Alors, nous parlerons aujourd'hui des formes compliquées de l'hypertension artérielle. Les objectifs de cette séance sont au nombre de 4. Au terme de cette séance, vous devez être capable de détecter les complications de l'hypertension artérielle au stade infraclinique. Vous devez être aussi capable d'évaluer l'impact des complications chez l'hypertendu. Vous devez être capable de proposer des mesures préventives au stade de complications infracliniques et exposer des implications cliniques et thérapeutiques lorsque la complication clinique s'installe. Alors, pour atteindre ces objectifs, nous vous proposons le cours en ces différentes parties. Après une brève introduction, nous parlerons de la classification des complications de l'hypertension artérielle. Ensuite, nous en viendrons au diagnostic des complications infracliniques. Et ensuite, nous viendrons au bilan des complications cliniques. Ensuite, nous parlons de la prise en charge de ces complications et de leur prévention au stade infraclinique. Alors, c'est un cours qui est particulièrement long. Je vous demande donc de bien vous asseoir et de suivre ça avec beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup de subtilité dans ce cours. Alors, concernant l'introduction, l'hypertension artérielle est une affection qui est versatile. Dans 50% des cas, vous aurez des symptômes. Les symptômes, vous connaissez les symptômes de Dieu la foi, des maux de tête, des vertiges, ou même quelquefois des troubles du sommeil, des douleurs atypiques à la poitrine, une hématurie ou des palpitations qui vont vous orienter vers le diagnostic de l'hypertension artérielle. Mais quelquefois aussi, et c'est là, dans 50% des cas, vous n'aurez aucun symptôme. Les patients sont asymptomatiques et ils vivent heureux sans savoir qu'ils ont cette affection. Et donc, c'est pour cette raison qu'on appelle l'hypertension le tueur silencieux. Parce que des patients qui sont asymptomatiques ou post-symptomatiques vont un jour avoir une complication gravissime qui sera la première manifestation clinique évidente de leur affection. Et c'est pour cette raison-là que le médecin, le clinicien doit être capable de dépister ces complications au stade infraclinique et les prendre en charge avant que n'arrive la catastrophe. Alors, l'hypertension artérielle est considérée donc comme un tueur silencieux, mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisque très souvent, avant que les complications n'arrivent, on a des atteintes des organes infracliniques. Et les dépister et les prendre en charge pourrait permettre de prévenir ces complications. Donc voilà un peu, si vous voulez, l'objet de ce cours. Le message principal de ce cours, c'est faites attention aux complications infracliniques afin de ne pas arriver aux complications gravissimes. Alors, quelles sont ces complications? Au stade infraclinique, au niveau des yeux, infraclinique, c'est-à-dire que ce sont des complications complètement asymptomatiques. Le patient n'a aucun signe clinique. Alors, au niveau des yeux, quand vous faites un fond d'œil, vous avez une rigidité artériolaire et une vasoconstriction artériolaire. Au niveau des vaisseaux sanguins, vous pouvez voir qu'au niveau des vaisseaux sanguins, nous avons des phénomènes d'artériosclérose avec des plaques asymptomatiques, une rigidité artérielle et une rigidité des gros vaisseaux particulièrement.
D'accord? Au niveau du cerveau, il y aura des signes d'athérosclérose cérébrale. C'est au niveau du cœur qu'on aura la plus grande partie des anomalies infracliniques, notamment l'hypertrophie ventriculaire gauche, qui est donc une atteinte des organes cibles, donc de l'organe cœur, mais asymptomatique. On a aussi une dilatation de l'aorte. On peut avoir une dilatation de l'oreille gauche, une dysfonction diastolique ou une dysfonction systolique du ventricule gauche. Et puis au niveau du rein, on peut avoir une microalbuminie ou une dysfonction rénale. Alors, en stade clinique, nous avons des complications au niveau oculaire qui sont à type d'hémorragie rétinienne, d'exsudat ou de d'œdème papillaire, et voire même de cécité. D'accord? Au niveau des vaisseaux, on peut avoir un anévrisme aortique ou bien un anévrisme artériel. On peut avoir aussi une maladie vasculaire périphérique, c'est-à-dire une artéropathie chronique oblitérante des membres inférieurs. On peut aussi avoir une dissection aiguë de l'aorte. Au niveau du cerveau, il s'agira de complications à type d'accident vasculaire cérébral ischémique, d'accident ischémique transitoire, d'accident vasculaire cérébral hémorragique, d'encéphalopathie hypertensive et de démence vasculaire. Au niveau cardiaque, il s'agira d'angine de poitrine, d'infarctus du myocarde, donc d'insuffisance coronarienne, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance aortique, de troubles du rythme à type de fibrillation atriale, d'arythmie ventriculaire ou même de mort subite. Au niveau rénal, ça sera l'insuffisance rénale chronique, la maladie rénale chronique, et l'insuffisance rénale terminale, qui est la suite de cette maladie rénale chronique induite par la néphroangiosclérose. Alors, il faut savoir aussi que l'hypertension artérielle est le premier facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Ainsi, il multiplie par 8 la survenue d'accidents vasculaires cérébrales. Il multiplie par 7 le risque de développer une insuffisance cardiaque, par 3 le risque de faire un infarctus du myocarde, par 6 le risque de développer une insuffisance rénale terminale. Donc, l'hypertension artérielle augmente donc toutes ces affections-là, soit par mécanisme d'athérosclérose, soit par mécanisme direct sur le cœur ou le cerveau, induisant donc les complications que nous avons suscitées. Quels sont les diagnostics? Comment fait-on le diagnostic des complications infracliniques? Alors, infraclinique, ça veut dire que cliniquement, on a très peu d'éléments et donc on est obligé de s'aider d'outils ou d'examens paracliniques pour faire ce type de diagnostic. Notamment concernant l'atteinte cardiaque infraclinique, il faut savoir que cette atteinte cardiaque infraclinique va se faire grâce à plusieurs examens paracliniques, on les verra, et on va retrouver donc l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'hypertrophie ventriculaire gauche peut se dépister à l'aide de l'électrocardiogramme, du télécœur de face, de l'échodoppler cardiaque ou même de l'IRM cardiaque. L'hypertrophie auriculaire gauche aussi peut se dépister avec les mêmes instruments, les mêmes examens paracliniques.
La dilatation de l'aorte peut se dépister avec l'écho Doppler cardiaque, l'IRM cardiaque ou même l'angioscanner de l'aorte. La dysfonction diastolique du ventricule gauche peut se dépister à l'aide de l'échocardiographie et l'IRM cardiaque, de même que la dysfonction systolique du ventricule gauche. Alors, on réalise ces examens-là. Quels sont les résultats qu'on obtient? Concernant l'électrocardiogramme, on parle d'hypertrophie ventriculaire gauche lorsque un certain type de critères sont atteints ou respectés. Ainsi, on a le critère le plus connu qui est l'indice de Sokolov, c'est-à-dire le S en V1 plus le R en V5. Lorsqu'il est supérieur à 35 mm, on va parler d'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, le S en V1, c'est quoi? C'est la déflexion négative en V1 à l'électrocardiogramme qui va suivre la déflexion positive, c'est le S. On va mesurer donc sur un électrocardiogramme avec une amplitude de 10 mm pour 1 mV. Et donc, S en V1, ici à 18 mm, plus R en V5. R, c'est la déflexion positive. Donc, si on fait la somme de cette déflexion en V5 et cette déflexion en V1, si on a plus de 35 mm, on parlera donc d'hypertrophie ventriculaire gauche. Il faut signaler aussi qu'il existe d'autres critères, notamment le critère de Sokolov aussi, dit de Sokolov, mais qui n'est pas très bien connu. Lorsque le R en AVL est supérieur à ou égal à 11 mm, on peut parler aussi d'hypertrophie ventriculaire gauche. Il y a le critère de Cornell, qui est le S en V3 plus le R en AVL, lorsqu'il est supérieur à 28 mm chez l'homme ou à 20 mm chez la femme, on parlera donc d'hypertrophie ventriculaire gauche. Et enfin, on a le critère voltage multiplié par la durée de QRS. Lorsque le voltage multiplié par la durée de QRS est supérieur à 2440, alors on parlera donc d'hypertrophie ventriculaire gauche. D'accord? Il faut savoir que le problème de l'électrocardiogramme, c'est que ces critères sont peu sensibles. La sensibilité est autour de 60-70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des faux positifs, notamment des fausses hypertrophies ventriculaire gauche. D'accord? Et on aura des sujets qui auront un électrocardiogramme normal, mais qui auront véritablement aussi une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, manque de sensibilité et manque de spécificité. Et c'est pour cette raison que on a cherché à détecter ces anomalies infracliniques avec d'autres instruments, notamment l'échocardiographie. L'échocardiographie va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle la masse ventriculaire gauche, soit en grammes par mètre exposant 2,7, soit en grammes par mètre carré de surface corporelle. D'accord? Et donc, on parle d'hypertrophie ventriculaire gauche lorsque la masse ventriculaire gauche sur la taille exposant 2,7 est supérieure à 50 chez l'homme ou 47 chez la femme, ou bien lorsque la masse rapportée à la surface corporelle est supérieure à 115 grammes par mètre carré chez l'homme ou 95 grammes par mètre carré chez la femme. L'épaisseur pariétale relative est le rapport entre l'épaisseur des parois
et la taille du ventricule gauche en diastole. Lorsque cette épaisseur pariétale relative est supérieure ou égale à 0,43, on va parler donc d'hypertrophie ventriculaire gauche de type concentrique. Ensuite, la taille du ventricule gauche, normalement en centimètres, inférieure à 3,4 cm en systole chez l'homme et inférieure à 3,3 cm chez la femme en systole. Et quand les tailles sont supérieures à 3,4 cm en systole et 3,3 cm, on parle donc d'hypertrophie ventriculaire gauche, mais précisément de dilatation du ventricule gauche. L'oreille gauche, normalement, a un volume inférieur à 18,5 ml par mètre carré de surface corporelle, ou par mètre carré par rapport à la taille au carré. Et lorsque ce volume-là est supérieur à 18,5 chez l'homme et 16,5 chez la femme, on parlera de dilatation de l'oreille gauche ou bien d'hypertrophie auriculaire gauche. Voilà. Donc, voilà un peu ces critères-là qui vont nous permettre donc de retrouver l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et l'avantage de l'échocardiographie, c'est de pouvoir typer l'hypertrophie. On me dira que l'hypertrophie ventriculaire gauche est concentrique lorsque les parois sont épaissis. C'est ainsi que l'épaisseur pariétale relative va nous aider pour parler d'hypertrophie concentrique lorsque les parois sont épaissis. Donc, on aura une hypertrophie concentrique ou bien une hypertrophie concentrique mais asymétrique ici, où c'est le septum seulement qui est hypertrophié, ou bien on aura une hypertrophie excentrique. Dans ce cas-là, la taille du ventricule gauche est beaucoup plus importante que les parois du ventricule gauche. Donc les parois sont de taille normale généralement, mais le ventricule gauche est dicté du fait d'une augmentation de son contenu. À la radio, on parlera d'hypertrophie ventriculaire gauche lorsque nous aurons un rapport cardio-thoracique supérieur à 0,50 et un allongement de l'arc inférieur gauche avec une pointe en dessous du diaphragme, sous-diaphragmatique. Mais dans ce cas, on parlera plutôt de dilatation du ventricule gauche parce que ça traduit plutôt une hypertrophie ventriculaire gauche de type excentrique. Et on parlera d'hypertrophie ventriculaire gauche vraie lorsque le rapport cardio-thoracique soit proche de 0,50 mais avec une convexité de l'arc inférieur gauche avec une pointe sus-diaphragmatique. Donc ici, on aura donc une convexité de l'arc inférieur gauche. Dans l'autre cas, on aura un allongement. Et dans ce type d'hypertrophie ventriculaire gauche-là sera corrélé à l'hypertrophie ventriculaire gauche de type concentrique. Il faut savoir que la radio, malheureusement, n'a pas la même précision que l'échographie, de telle façon que l'examen de référence pour parler d'hypertrophie ventriculaire gauche est l'échocardiographie. Il existe d'autres outils pour évaluer l'hypertrophie ventriculaire gauche, notamment l'échographie 3D et l'IRM cardiaque. L'avantage de l'échocardiographie 3D et l'IRM cardiaque, c'est qu'ils sont plus sensibles et plus spécifiques que l'échocardiographie 2D, qui est l'échocardiographie classique, et ils sont plus facilement reproductibles que l'échocardiographie 2D. Mais seulement, leur coût est relativement élevé et leur disponibilité est très faible comparativement à l'échocardiographie 2D ou même à l'électrocardiogramme.
D'autres paramètres permettent d'évaluer donc les complications au stade infraclinique au niveau cardiaque, notamment à l'aide de l'échographie 2D, 3D ou à l'IRM cardiaque. C'est ainsi que la taille de la aorte peut être évaluée grâce à ces instruments. Et puis, la fonction diastolique peut être évaluée grâce au Doppler pulsé qui va évaluer la fonction diastolique avec le flux mitral. Et puis, le Doppler tissulaire qui va évaluer le rapport entre l'onde E et l'onde E'. Et puis, on aura la fonction systolique qui va être évaluée grâce à la fraction d'éjection du ventricule gauche ou le 2D strain longitudinal. Donc, voilà donc les complications infracliniques en ce qui concerne l'atteinte cardiaque. En ce qui concerne l'atteinte oculaire, on aura deux types de complications infracliniques. Ça sera les complications liées à l'artériosclérose. Ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Notamment, ça sera le signe du croisement et le rétrécissement artériel localisé. D'accord? Qui sont donc des anomalies liées à l'artériosclérose. L'artériosclérose, je vous rappelle, c'est l'augmentation des fibres élastiques et musculaires des parois artérielles. Et cette augmentation des fibres va faire que le tissu normal va être remplacé, donc le tissu élastique, qui va être remplacé par de la fibrose et le tissu hyalin. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'artériosclérose. La sclérose des petits artères. Donc, au fond d'œil, qu'est-ce qu'on aura? On aura une tortuosité au niveau donc, des artères rétiniennes au stade 1. Au stade 2, on a le signe du croisement. D'accord? Les artères vont écraser les veines. Et puis au stade 3, donc ça sera déjà au stade de complication, on aura donc des exsudations hémorragiques, on aura des hémorragies, et puis on aura au stade 4 l'œdème papillaire. Concernant les astènes vasculaires périphériques, ils peuvent être explorés par plusieurs méthodes. La méthode la plus utilisée, les méthodes les plus utilisées sont l'écho-doppler artériel et l'index de pression systolique. Concernant l'écho-doppler artériel, au niveau des carotides, l'atteinte infraclinique est évaluée grâce à l'évaluation de l'épaisseur intima média. On parle d'artériosclérose si cette épaisseur est supérieure à 0,9 et on parle de plaque d'artériosclérose lorsque on a une épaisseur on a un dépôt donc d'artériosclérose au niveau donc de ces artères là dont la taille est supérieure à 1,5 mm. On parle aussi de sténose lorsqu'il y a une obstruction, même asymptomatique, supérieure à 50%, donc de la lumière artérielle, quand on va avoir donc de la lumière artérielle au niveau des carotides ou au niveau des artères des mondes inférieurs. L'index de pression systolique est un index qui va comparer la pression artérielle au niveau de la cheville et au niveau du bras. Et le rapport de l'index le rapport va nous donner donc l'index cheville-bras. Et cet index cheville-bras va être le reflet donc d'une atteinte vasculaire périphérique. D'accord?
Ensuite, on a la vitesse de l'onde de pouls qui va évaluer la rigidité aortique, qui va évaluer la présence de l'athérosclérose. Et on a deux types de vitesse de l'onde de pouls, la vitesse de l'onde de pouls carotido-fémorale et la vitesse de l'onde de pouls bras-cheville. On aura aussi le score calcique coronaire, qui est un instrument aussi indirect d'évaluation de l'athérosclérose. On va en revenir. Et puis l'échographie abdominale qui va nous permettre de rechercher donc un anévrisme ou bien des plaques au niveau de la aorte abdominale. Donc au niveau donc de la carotide, l'écho-doppler des vaisseaux carotidiens permet donc de mesurer l'épaisseur intime média. Ici, vous voyez un épaissement de l'intima média, hein, alors que ici, l'épaisseur est normale. Et puis ici, ce sont des sténoses, c'est une sténose carotidienne. Vous voyez cette plaque qui va obstruer partiellement la lumière de la carotide interne, gauche ou droite, je ne sais pas laquelle, mais la carotide interne. Donc l'indice de pression systolique, c'est la mesure de la pression artérielle au niveau de la cheville et la pression artérielle au niveau du bras, quasi simultanément. La mesure de la pression artérielle au niveau de la cheville peut se faire aussi à l'aide du Doppler couleur pulsée ou couleur au continuum de l'appareil d'échographie. Et puis la mesure au niveau donc du bras avec les mesures, les instruments classiques peuvent se faire aussi. Et on parle normalement l'indice de pression systolique est compris entre 0,90 et 1,30. Lorsque l'indice de pression systolique est inférieur à 0,90, on va parler donc d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Compenser lorsque c'est entre 0,75 et 0,90, peut compenser entre 0,75 et 0,75, et inférieur à 0,40, on va parler d'atteinte sévère, donc décompensée. D'accord. Et lorsque l'indice de pression est supérieur à 1,30, on va parler donc d'artère incompréhensible, donc de médiacalcose artérielle. Ça se voit donc chez les sujets très âgés, ça se voit aussi chez les diabétiques ou les insuffisants rénaux. La vitesse de l'onde de pouls aussi est un indice que l'on peut utiliser pour évaluer la rigidité artérielle. Et donc, on a, comme je vous l'ai dit, deux types de vitesse de l'onde de pouls. On a la vitesse de l'onde de pouls entre la cheville et le bras-cheville, ou bien carotido-fémoral. Et puis, enfin, le STIC va nous évaluer le niveau de calcification des artères coronaires et indirectement, ça va nous permettre d'avoir une idée sur l'athérosclérose coronaire. Donc voilà un peu les outils pour évaluer au niveau vasculaire les atteintes infracliniques. Au niveau cérébral, les atteintes infracliniques sont évaluées soit à l'aide des tests de fonction cognitive, notamment le Mini Mental State Examination ou bien le Montreal Cognitive Assessment, le MOCA. Ces tests sont des questions qu'on pose où on recherche, on évalue la mémorisation, les fonctions cognitives donc du patient, le discernement, l'intelligence, pour évaluer donc ces fonctions cognitives. Et en cas d'altération de ces fonctions cognitives, on dira donc qu'il y a une atteinte infraclinique de
de cérébrale. D'accord? Mais on peut utiliser aussi le scanner ou l'IRM haute définition qui vont permettre de mettre en évidence des micro-angiopathies cérébrales avec les micro-saignements, les micro-infarctus, et puis surtout au scanner les hypersignaux de la substance blanche, qui sont donc des témoins d'atteinte cérébrale infraclinique. Donc ici, vous voyez les hypersignaux de la substance blanche, hein, qui sont au niveau des flèches rouges. Et puis le Mini-Mental State Examination, c'est le test qui permet d'évaluer donc les fonctions cognitives du patient, l'attention, la mémoire, l'intelligence, l'orientation spatiale, etc. L'évaluation des complications infracliniques au niveau du rein va se faire avec deux types d'instruments, soit la biologie, l'urée, la créatinémie, le débit de filtration glomérulaire, l'albuminurie ou la protéinurie de 24 heures, mais aussi la microalbuminurie, j'ai oublié de préciser ça, mais aussi le rapport albumine sur créatine. Tous ces instruments-là vont nous aider à dépister assez précocement une atteinte rénale. L'échographie rénale aussi va nous permettre de différencier au niveau du cortex les différents stades d'atteinte rénale. Et puis l'index de résistance rénale aussi, qui est normalement supérieur à 0,7, qui se mesure au niveau du doppler des artères rénales, va nous permettre aussi d'évaluer aussi les atteintes rénales infracliniques. Donc, concernant des atteintes infracliniques, pour nous résumer, nous dirons que au niveau des yeux, c'est le fond d'œil qui va nous aider. Au niveau des vaisseaux sanguins, l'écho-doppler des troncs supraortiques, l'index de pression systolique, l'écho-doppler artériel des membres inférieurs, la vitesse de l'ongle de pouls, le score calcique à la corona, au coroscanner. Ce sont donc ces instruments qui vont nous aider à évaluer donc, au niveau des vaisseaux les atteintes infracliniques. Au niveau du cerveau, les tests mentaux et l'IRM cérébral. Au niveau du cœur, l'ECG, plus ou moins la radio, et l'écho-doppler cardiaque et bien sûr l'IRM cardiaque. Et puis au niveau du rein, le iono, la créate, l'albumine, la microalbuminurie et le rapport albumine sur créatine. Et puis bien sûr l'échographie rénale qui vont nous aider à évaluer donc les atteintes infracliniques. Donc le rôle du médecin est de pouvoir dépister ces atteintes infracliniques et les prendre en charge avant la survenue de complications. Les complications infracliniques sont oculaires, cérébrales, cardiaques, vasculaires et rénales. Elles peuvent être suspectées par le bilan initial et diagnostiquées à l'aide des examens paracliniques les plus poussés et les plus coûteux. Elles précèdent souvent les complications, d'où l'intérêt de bien réaliser un examen clinique initial avec précision et un bilan paraclinique approprié. Généralement, avec le bilan OMS, on peut évaluer ces atteintes infracliniques et puis ensuite pousser les examens plus loin lorsqu'on a des stigmates au niveau du bilan minimal de l'hypertension artérielle. Venons-en maintenant aux complications cliniques. Au niveau des complications cliniques, au niveau des yeux, nous avons parlé des hémorragies rétiniennes, des exudats, les œdèmes, papilloïdième, papillaire, la cécité. Au niveau des vaisseaux, les anévrismes, les maladies vasculaires périphériques, arthropathie ou des membres inférieurs, la dissection ungulate. Au niveau cérébral, les accidents ischémiques ou
hémorragique, l'encéphalopathie hypertensive, la démence vasculaire. Au niveau du cœur, l'angine, l'infarctus myocardial, l'insuffisance cardiaque, donc les insuffisances coronariennes, les insuffisances cardiaques, l'insuffisance aortique et puis les troubles du rythme supraventriculaire ou ventriculaire. Et au niveau rénal, c'est l'insuffisance rénale, notamment la maladie vasculaire rénale. Et puis ensuite, l'insuffisance rénale terminale. Alors cliniquement, l'examen clinique à la recherche des signes fonctionnels va nous permettre donc de rechercher ces atteintes. Au niveau de l'œil et du cerveau, c'est la recherche de céphalée, de vertige, de syncope, de troubles visuels, de déficits neurosensoriels et moteurs, de déficits cognitifs et de démence. Au niveau du cœur, c'est la recherche de douleurs thoraciques, de dyspnée, de syncope et de palpitations, donc les signes fonctionnels chez l'hypertendu. Ensuite, au niveau de la maladie artérielle périphérique, c'est la recherche du pouls et voilà. Donc, au niveau rénal, au niveau des artériopathies, ce sont les extrémités froides, c'est la claudication intermittente, c'est les douleurs des membres inférieurs au repos, et au niveau du rein, c'est la soif, la polyurie, la nicturie, l'hématurie, les brûlures missionnelles et l'anurie. Alors, quelles sont les complications cérébrales? Nous allons commencer par les complications cérébrales, notamment l'encéphalopathie hypertensive. C'est une affection dont la mortalité est élevée qui va se manifester par des céphalées, des nausées, des vomissements, donc des signes d'hypertension intracrânienne, de survenue brutale associée à une altération de la conscience et quelquefois des convulsions. L'examen va objectiver une rétinopathie stade 3 et on peut avoir aussi une atteinte 4, c'est-à-dire une cécité avec œdème papillaire. Et le scanner cérébral va mettre en évidence un œdème cérébral diffus. Alors, c'est une maladie qui n'est plus souvent retrouvée cliniquement. En termes de fréquence, elle a beaucoup diminué ces dernières années. Elle était beaucoup plus fréquente quand nous étions plus jeunes. Et c'est un diagnostic généralement d'exclusion. Le seul critère favorable définitif est la réponse favorable à la réduction de la pression artérielle. Donc, généralement, c'est un trouble de la conscience ou un état d'agitation sans déficit localisé. D'accord? Et le traitement va consister à faire baisser rapidement la pression artérielle. Et c'est l'amélioration clinique qui va permettre de nous dire effectivement qu'on était en face donc, de ce diagnostic. Donc, l'encéphalopathie hypertensive est due à une perte de l'autorégulation cérébrale. Cette autorégulation est mieux étudiée au niveau du cerveau, mais aussi est présente au niveau du cœur et du rein. Et représente la tentative de l'organisme de maintenir un débit constant de sang pour perfuser les cellules. Donc, notamment, chez un sujet sain, la pression artérielle moyenne est supérieure, est comprise en 50 et 150. Chez un sujet hypertendu, cette pression artérielle moyenne est plus au-dessus, elle est comprise en 80 et 180. Et chez le sujet normal, donc, lorsque le débit sanguin cérébral atteint 150, on peut avoir donc une augmentation du débit sanguin cérébral brutalement parce que
le débit n'est plus régulé à partir de 150 mm de mercure, de pression artérielle moyenne, je rappelle, pas de pression artérielle systolique, et on peut avoir donc une encéphalopathie hypertensive à partir de 150 mm de mercure. Chez le sujet hypertendu, cette courbe-là est déplacée vers la droite, au-dessus de 180 mm de mercure, de pression artérielle moyenne, que l'on peut avoir donc une encéphalopathie hypertensive. C'est pour ça que cette affection se découvre lorsque les sujets ont des hypertensions artérielles très sévères. Ce qui n'est plus le cas dans notre temps, puisque la plupart des patients qui ont une hypertension artérielle sévère sont généralement pris en charge ou sont insuffisamment pris en charge, mais sont généralement pris en charge avec une baisse modérée de ces pressions. Donc, cette paire de mécanismes entraînant une hyperperfusion cérébrale, une augmentation de la perméabilité vasculaire, un œdème cérébral, un vasospasme, une ischémie et des hémorragies punctiformes. Donc, comment on traite? L'encéphalite non traitée conduit donc à un coma puis au décès. Le but du traitement est de réduire la pression artérielle de 20 à 25% dès la première heure. Donc, c'est une urgence médicale. Il faut faire baisser la pression artérielle rapidement. Donc, on utilise généralement les antihypertenseurs par voie injectable pour faire baisser d'au moins 20 à 25% la première heure, et ensuite on diminuera progressivement la pression artérielle jusqu'à ce qu'elle soit normalisée. Et donc on disait les signes peuvent l'amélioration peut apparaître avant même la normalisation de ces signes. Donc voilà. L'accident vasculaire cérébral, le diagnostic posé en général facile. Il s'agit donc de l'installation brutale d'un déficit localisé, focalisé, avec des chiffres de pression artérielle élevés. Voilà. Maintenant, il est difficile de distinguer les AVC hémorragiques des AVC ischémiques. Et c'est pour ça que il est question de faire un IRM ou un angioscanner cérébral pour faire ce diagnostic différencié. Alors, à droite, vous avez un accident vasculaire cérébral hémorragique avec une densité spontanée homogène. Et puis à droite, vous avez un accident vasculaire cérébral de type ischémique avec une hypodensité localisée aussi et plus ou moins homogène. Donc, comment on distingue l'AVC ischémique de l'AVC hémorragique? Le début est généralement graduel au niveau de l'AVC ischémique. Au niveau de l'AVC hémorragique, le début est plus brutal avec un déficit stable. Les céphalées sont beaucoup plus fréquentes dans l'AVC hémorragique, plus intenses. Et puis, on a plus souvent des vomissements et des convulsions dans l'AVC hémorragique. Voilà. On continue. Donc, lorsque survient l'AVC, il faut réaliser en urgence un scanner cérébral parce qu'il est difficile de faire le diagnostic différentiel. La prise en charge est différente, donc il faut faire un examen qui va permettre de porter le diagnostic à coup sûr. Donc, c'est le scanner cérébral sans injection ou l'IRM. Lorsque le scanner cérébral est normal, on évoque donc l'AVC ischémique. Mais déjà, si on peut voir même au début des images d'ischémie, et on peut supposer que le patient est en train de développer donc ce type d'accident vasculaire cérébral. Donc, scanner normal, évocation du scan de l'AVC ischémique, hyperdensité, AVC hémorragique. D'accord? Mais l'IRM est l'examen de choix si vraiment on veut faire la preuve de l'AVC ischémique. Parce que dans les premières heures, on peut avoir des anomalies. IRM
au niveau de l'imagerie. Et donc, on peut instituer rapidement un traitement quand il s'agit de ça. Ensuite, nous avons la démence vasculaire qui va se manifester par la perte de mémoire, des problèmes de concentration, des difficultés linguistiques, des changements d'humeur et des symptômes physiques. Alors, la démence vasculaire est associée à deux types de troubles. Et donc, on aura des troubles psychiatriques à type dépression, d'insomnie, d'incontinence, d'idées délirantes, d'illusions, d'hallucinations, de réactions de catastrophes, de désordres sexuels et de perte de poids. Les anomalies neurologiques sont possibles surtout au stade évolué de la maladie. Notamment, on peut avoir des signes moteurs, des déficits moteurs, on peut avoir une hypertonie, des myoclonies, des troubles à marche et des crises commerciales au stade tardif. Et le scanner cérébral est normal pour l'âge, généralement. Et donc, c'est cette normalité-là qui va nous orienter vers... Voilà. Au niveau cardiaque, nous avons l'œdème aigu du poumon. L'œdème aigu du poumon est une inondation des poumons par du liquide au niveau des alvéoles pulmonaires, par du liquide plasmatique. Et donc, l'œdème va se manifester par une dyspnée à type de polypnée, c'est-à-dire une augmentation de la fréquence respiratoire, à titre d'orthopnée, c'est-à-dire une impossibilité à se maintenir en décubitus dorsal, donc le malade est obligé de s'asseoir, c'est-à-dire aussi est associé à une angoisse, des sueurs et des expectorations mousseuses blanches, puis des expectorations rosées saumon. C'est une extrême urgence médicale. Il y a des signes de gravité tels que la cyanose, des signes de lutte, notamment le tirage intercostal, le susternal, la respiration abdominale, des râles crépitants bilatéraux, des épisodes de tachycardie. C'est une urgence vitale, il faut le prendre en charge immédiatement le patient et les agents complémentaires ne doivent pas retarder cette prise en charge. Il y a des cours d'urgence, donc je ne vais pas m'attarder sur la prise en charge. La radio doit se faire au lit du malade et il va mettre en évidence la présence d'une cardiomégalie avec des opacités alvéolaires diffuses, cotonneuses, confluentes, à contours flous, prédominant dans la région paralière. Voilà. En dehors donc de l'œdème aigu du poumon, de l'insuffisance cardiaque qui sont des complications, on aura aussi le syndrome coronaire aigu qui va se manifester par une douleur thoracique prolongée à de type constrictif irradiant dans le membre supérieur gauche, le plus souvent les mâchoires. Et puis, voilà. Une douleur rétrocénale prolongée, supérieure à 30 minutes, qui va s'accompagner donc de modifications électriques, notamment d'un sus décalage du segment ST quand il s'agit d'un infarctus myocarde, ou de modifications de la repolarisation sans sus décalage persistant du segment ST, quand il s'agit de syndrome coronaire aigu sans sus décalage du segment ST, et quelquefois quand il s'agit donc d'un infarctus myocarde, d'une élévation donc des marqueurs
de l'ischémie myocardique, des marqueurs donc de la nécrose, notamment la troponine qui va être élevée en violet, ou bien la myoglobine non spécifique, ou bien les CKMB spécifiques du myocarde aussi. La dissection aiguë de l'aorte, quant à elle, c'est une déchirure brutale de, euh, de la paroi adventicielle de l'aorte avec création d'un faux canal qu'on appelle le faux chenal et qui va se manifester par une douleur intense à type de déchirement atroce et qui va migrer vers les lombes ou vers le rachis cervical et qui va être prolongé avec des paroxysmes. Cette douleur est associée à une poussée hypertensive et en cas de rupture donc de l'aorte, on aura donc un décès du patient. L'examen clinique va montrer la présence d'un souffle diastolique d'insuffisance aortique quand il s'agit de la dissection qui commence au niveau donc des sigmoïdes aortiques. On peut avoir une asymétrie ou une disparition du pouls, une asymétrie tensionnelle et on peut avoir des signes neurologiques, de la fièvre qui sont trompeurs, des signes rénaux, notamment des douleurs lombaires, une oligurie, une protéinurie, un hémopéricarde, des signes gastro-intestinaux, vomissements, hématémèse, un ébranchement pleural gauche et des troubles du rythme et de la conduction. Voilà. La dissection aiguë de l'aorte est diagnostiquée à l'aide de l'ETT ou l'ETO, l'échographie transthoracique, l'échographie transœsophagienne, qui vont mettre en évidence le voile intimal, l'élargissement de l'aorte et puis la présence du faux chenal, mais surtout par l'angioscanner aortique qui va confirmer la présence de tous ces éléments-là de façon plus objective. L'artéropathie oblitérante des membres inférieurs, c'est un rétrécissement du calibre des artères à destination des membres inférieurs et elle va se présenter sous deux formes, soit sous forme d'ischémie d'effort avec ou sans signe clinique qui est chronique ou d'ischémie permanente qui peut être chronique. Donc le premier signe clinique de l'artéropathie oblitérante, c'est la claudication intermittente. Le mal va se déplacer et à un certain périmètre de marche, il va avoir une douleur à type de crampe au niveau du mollet qui va l'obliger à s'arrêter et récupérer au même périmètre de marche, il fera la douleur. On parlera donc de périmètre de marche. Et quand l'artéropathie va évoluer, on aura donc des douleurs même au repos. Et puis après, on aura des troubles trophiques, notamment l'évolution c'est vers la gangrène du membre inférieur. L'artéropathie va se diagnostiquer grâce à l'index de pression systolique, on en a parlé, sauf quand l'index de pression systolique est inférieur à 0,60 et même inférieur à 0,45, on parlera donc d'artéropathie décompensée. Et l'écho Doppler va permettre de confirmer en mettant en évidence la sténose et l'angioscanner artériel va localiser plus précisément les zones d'artéropathie et va guider donc le geste de revascularisation qui sera soit un geste interventionnel, soit un geste chirurgical. La fibrillation atriale, c'est un trouble de rythme caractérisé par les pertes de contractilité des artères et comme si nous avons des palpitations et le risque c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique et l'insuffisance cardiaque.
Donc, l'électrocardiogramme de la fibrillation atriale va mettre en évidence une absence d'onde P sinusale, un rythme totalement irrégulier et des ondes F de fibrillation qui vont donner un aspect vermiculé de la ligne de base. Les QRS seront inéquidistants et inéquipotentiels. La tachycardie ventriculaire est une extrême urgence parce qu'on a un risque de mort subite. C'est un trouble de rythme ventriculaire qui est caractérisé par une tachycardie à cœur large et qui va se manifester par une dyspnée, des palpitations et des signes de choc cardiogénique. Et il faut réduire la fibrillation, la tachycardie, sinon on a un risque de passer en fibrillation et de mort subite. La maladie rénale chronique va se manifester par des signes, notamment une asthénie importante, des nausées, des vomissements, des démangeaisons, des crampes musculaires, des envies d'uriner, des mauvais goûts dans la bouche, donc ensuite des œdèmes des membres inférieurs. Et donc tous ces signes-là vont nous orienter vers une maladie rénale chronique et nous ferons donc 2 examens, la créatinine, le rapport albumine sur créatinine, et qui vont nous permettre de stadifier donc le niveau de maladie rénale chronique. Et on parle de maladie rénale chronique dès qu'on arrive au stade 1 avec débit de filtration glomérulaire normale ou diminué. Et cette maladie évolue en 5 stades jusqu'à l'insuffisance rénale terminale. Et cette insuffisance rénale terminale va nécessiter donc des dialyses et voire une transplantation rénale. La classification donc de la maladie rénale chronique maintenant prend en compte non seulement l'albuminurie ou la protéinurie, mais aussi donc la créatinine et le débit de filtration glomérulaire. Donc débit de filtration glomérulaire supérieur à 90, mais avec protéinurie, on a une maladie rénale chronique. C'est pour ça qu'on dit que dans le grade 1, on peut avoir un débit de filtration glomérulaire normal, mais dès qu'on a une protéinurie, on est en maladie rénale chronique. Donc, pour résumer, on a des complications oculaires, vasculaires, cérébrales, cardiaques et rénales. Je ne vais pas revenir dessus. Et ces complications se manifestent pour la plupart du temps sous forme d'urgence. Le tableau clinique est grave, le pronostic est sombre avec des atteintes souvent irréversibles, d'où l'intérêt d'une prise en charge à un stade infraclinique. Alors, nous allons venir maintenant à la prise en charge. La prise en charge doit être la plus agressive possible, avec respect strict des mesures hygiéno-diététiques. Objectif tensionnel doit être atteint au plus vite et le dépistage et la prise en charge des facteurs de risque doivent se faire de façon la plus stricte possible. Le traitement médicamenteux doit être optimisé. On donne des anti-hypertenseurs les moins délétères pour l'affection et les plus efficaces ayant fait leur preuve pour l'affection en cours. C'est ainsi que, en cas d'atteinte infraclinique des organes cibles, si vous avez une hypertrophie ventriculaire gauche, les IEC, les inhibiteurs calciques, les ARA2 ont montré qu'ils pouvaient réduire cette hypertrophie ventriculaire gauche, donc ils doivent être prescrits en première intention. En cas d'athérome des inhibiteurs calciques,
ou les anticalciques et les inhibiteurs de l'enzyme de correction ont prouvé qu'ils pouvaient apporter un bénéfice. En cas de microalbuminurie et de dysfonction rénale, ce sont donc les bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone, c'est-à-dire les IEC et les ARA2, qui ont prouvé leur intérêt dans cette indication. Maintenant, au stade de complications cliniques, lorsque l'affection se présente sous forme d'une urgence, en dehors des atteintes neurologiques focales, il faut faire baisser de 25% la pression artérielle systolique dans les 2 heures. De 25% la pression artérielle moyenne ou la pression artérielle systolique dans les 2 heures. Et le traitement se fait par voie injectable selon le mécanisme. Et puis ensuite, on fait le contrôle progressif des symptômes et de l'hypertension. Donc, que ce soit un OAP, que ce soit une dissection aiguë de l'aorte, que ce soit une encéphalopathie hypertensive, ce sont des urgences et vous devez, quand vous les recevez, faire baisser les chiffres de pression artérielle le plus vite possible. Donc, le plus vite possible, c'est dans les 2 heures. Et ensuite, progressivement, jusqu'à ce que vous normalisez les chiffres de pression artérielle. Mais dans les 2 heures, vous devez faire baisser pour soulager le malade dans un premier temps, pour éviter l'aggravation du tableau clinique et pour améliorer les symptômes. Dans le cas de l'AVC, quand l'AVC est hémorragique et l'AVC survient si vous recevez avant la 6e heure le patient qui fait l'AVC hémorragique et vous avez donc son diagnostic dans les 6 premières heures, l'objectif est de faire baisser la pression artérielle à des chiffres inférieurs à 140/90 dans le but d'éviter chez lui l'hématome intracrânien, donc l'expansion intracrânienne, et donc de pouvoir contrôler donc l'hémorragie et d'éviter le décès du patient. Si vous le recevez après les 6 premières heures, si la pression artérielle est inférieure à 220 mm de mercure, vous devez faire baisser ça la pression artérielle de façon modérée jusqu'à obtenir une tension artérielle inférieure à 140/90. Si la pression artérielle systolique est supérieure à 220 mm de mercure, vous devez faire baisser la pression artérielle jusqu'à en dessous de 180 et la maintenir pendant plusieurs jours autour de ces chiffres-là et ensuite la baisser progressivement. Donc vous voyez que la prise en charge est un peu plus complexe. Quand il s'agit d'un accident vasculaire cérébral ischémique, si vous le recevez dans les 6 premières heures et s'il est éligible à la thrombolyse, généralement on dit dans les 4,5 premières heures, 4 heures et demie en fait, s'il est éligible à la thrombolyse ou à la thrombectémie, on la pratique. S'il n'est pas éligible et sa pression artérielle est inférieure à 220/120, on respecte cette pression artérielle pendant 72 heures avant de la faire baisser. Si elle est supérieure à 220, on la baisse de 15% et on la maintient pour éviter l'extension de l'ischémie cérébrale lorsqu'on baissera trop les chiffres de pression parce qu'il y a une perte de l'autorégulation cérébrale de la pression artérielle. Donc, concernant les indications préférentielles des antihypertenseurs, nous vous rappelons que en cas d'insuffisance cardiaque, les diurétiques, les inhibiteurs d'enzyme de correction et à un certain moindre mesure les ARA2 sont les antihypertenseurs qui sont à préférer. Il faut savoir que les bêta-bloquants
euh, sont à préférer, mais ce n'est pas tout le bêta-bloquant que l'on peut utiliser dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Ce sont les bêta-bloquants qui ont prouvé leur bénéfice en termes de morbimortalité, notamment le métropolol, le bisoprolol, le carvedilol et le nebivolol. Les autres bêta-bloquants sont à proscrire. Dans le post-infarctus, les bêta-bloquants et les IEC sont les antihypertenseurs à préférer. D'accord. En maladie coronaire, on ajoute les inhibiteurs calciques dans la maladie coronaire chronique, en plus des bêta-bloquants IEC. Chez les diabétiques, c'est les IEC et les ARA2. Dans une certaine mesure, les inhibiteurs calciques. Dans les néphropathies, les IEC et les ARA2. Dans une certaine mesure, les inhibiteurs calciques. Et en cas de grossesse, les inhibiteurs calciques, un peu les bêta-bloquants et surtout les antihypertenseurs centraux, notamment l'alpha-méthyldopa et le méprisol, la clonidine aussi. Donc, chez les patients qui ont des antécédents d'AVC, tous les antihypertenseurs sont recommandés. En cas d'infarctus du muscle, donc bêta-bloquant IECRA2, je rappelle, insuffisance cardiaque, diurétique bêta-bloquant IECRA2, spironolactone, fibrillation atriale parocytique IECRA2, artériopathie intercalcique, insuffisance rénale IECRA2 et diurétique de Lens. Voilà. Donc, dans l'insuffisance coronarienne, pour faire les IEC et les bêta-bloquants, j'ai dit jusqu'à dose tolérée maximale. Si l'hypertension est non stabilisée, on peut ajouter des inhibiteurs calciques. Dans l'insuffisance cardiaque, je vous ai dit IECRA2, plus ou moins inhibiteur calcique, diurétique bien sûr. Si l'hypertension n'est pas stabilisée, on fait une trithérapie. On ajoute à toutes les étapes le bêta-bloquant et les inhibiteurs de la GLT2. Donc, nous allons, avant de terminer, présenter le cas clinique qui fera l'objet donc d'une évaluation ultérieure. Donc, c'est le devoir de maison. Monsieur Yao, 65 ans, est admis aux urgences du CHU de Boaké le 23 octobre 2023 à 6 heures pour céphalie intense, vertige, vomissement de survenue brutale. À l'admission, l'interne de garde constate un état confusionnel avec agitation. À l'examen clinique, le patient est obèse, apyrétique, la tension artérielle à 240 sur 120, le pouls est à 90, les conditions sont colorées, la nuque est souple, il n'y a pas de déficit sensitio-moteur, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque. La biologie va montrer un taux d'hémoglobine à 9 grammes par décilitre, un sodium à 140, un potassium à 3,9, une chlorémie à 95 mmol par litre, la créatinine à 16 mg par litre, la glycémie à 1,8, le TP à 95%. Alors, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Quel bilan complémentaire proposez-vous? Quel traitement proposez-vous? Monsieur Yao est-il diabétique? Voilà donc le cas clinique que nous vous proposons. Nous mettrons ce cas clinique en ligne pour que vous puissiez bien le lire et puis répondre aux questions concernant ce cas clinique. Le scanner cérébral sans injection est revenu sans lésion cérébrale apparente. Le lendemain, M. Yao va mieux. À son réveil, il retrouve ses sens et rapporte qu'il est hypertendu suivi depuis 2011 par le docteur Adoubier à Boaké. Avec acépitolol 400 mg, il était bien stabilisé. Il n'a pas jugé utile de revenir à la consultation. 3 jours après, sous indapamide 1,5, sa tension artérielle à 180 sur 120 pour un poids à 72. La glycémie de contrôle est de 1,3 g par litre. L'urgentiste a-t-il la bonne attitude thérapeutique? Pour améliorer sa tension artérielle, quelles sont les options qui s'offrent à vous?
Que lui proposez-vous en définitive? Les complications de l'hypertension artérielle sont redoutables et imprévisibles. Les dépister précocement par le biais des atteintes infracliniques est un challenge pour le médecin traitant. Il devra être plus agressif et choisir les bonnes classes thérapeutiques. Nous vous remercions.